Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Hey, vous vous souvenez à l'épisode précédent quand j'ai dit que la fois prochaine on regarderait ensemble comment rencontrer des partenaires amoureux? Et bah dans cet épisode, en fait on va pas du tout parler de ça. Rembourser nos invitations! Rembourser nos invitations! Oui bon d'accord, je me suis un peu emmêlé les jambons à l'écriture du dernier épisode, ça arrive. Ouais, comme quand t'avais dit que tu sortirais cet épisode dans 2 semaines. Ouais, ça va, hein, j'avais dit environ. Mais promis, on va y arriver, c'est juste que d'abord il faut vraiment que j'explique comment le sentiment amoureux fonctionne. Et plus précisément, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on tombe amoureux. Précédemment dans Théorie du bonheur. Nos émotions sont causées par les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Elles exercent sur nous diverses influences, certaines désirables, d'autres non. En réalité, nous n'avons pas de contrôle direct sur nos émotions elles-mêmes, parce que les mécanismes dont elles dépendent sont inconscients. C'est sur ces circonstances et sur cette influence que nous pouvons agir efficacement. On ne peut pas décider de tomber amoureux, ni décider de ne plus l'être. Et non, ce serait bien trop facile. La grosse difficulté avec les sentiments amoureux, justement, c'est que comme pour les émotions, on ne les contrôle pas directement. En réalité, ce sont les personnes que nous rencontrons qui peuvent susciter chez nous une réaction amoureuse. Lorsque ça arrive, on devrait donc se demander ce que ces personnes ont de particulier qui provoque en nous cette réaction. Or, à première vue, ça a l'air assez irrationnel, voire carrément aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut très bien rencontrer une personne qui coche toutes les cases d'un point de vue matériel, belle, intelligente, sociable, drôle, indépendante, sans qu'il se passe quoi que ce soit, tout comme on peut tomber sur quelqu'un d'instable, puéril, malhonnête, fragile, arrogant, et boum, ça marche. Forcément, il y a de quoi laisser perplexe. En particulier chez ces grands fous romantiques qui pensent que nos relations amoureuses n'ont pour but que de satisfaire notre instinct de reproduction, mais dont les réactions amoureuses paraissent pourtant tout aussi irrationnelles et aléatoires que celles des voisins. Alors attention, je ne dis pas que l'instinct de reproduction ne joue aucun rôle là-dedans, mais il se peut tout à fait qu'on tombe amoureux d'une personne en mauvaise santé, atteinte de maladies héréditaires, voire qui ne veut pas ou ne peut pas avoir d'enfants, ce qui prouve bien que nos réactions amoureuses ne tiennent pas qu'à ça. Heureusement pour ces personnes d'ailleurs, qui peuvent donc tout à fait vivre de très belles relations amoureuses. L'apparence très aléatoire de nos réactions amoureuses nous les rend très difficiles à expliquer. Et donc, comme à chaque fois qu'un truc est difficile à expliquer, beaucoup de gens ne font pas l'effort de chercher à le comprendre et préfèrent croire des théories simplistes. D'où les délires à base d'âme sœur, de destin, d'astrologie et d'autres superstitions qui sont encore aujourd'hui très populaires. Mais comme on l'a vu il y a 2 épisodes, non seulement nous servir de ces explications ne nous aide pas du tout, mais en plus ça peut complètement nous balader et nous faire prendre de mauvaises décisions qui derrière nous font perdre un temps précieux. En réalité, si nos réactions amoureuses nous paraissent si aléatoires, c'est parce qu'elles sont principalement guidées par notre inconscient. Or, notre inconscient lui-même est conditionné par notre vécu, notre éducation, nos relations passées, nos cultures, nos valeurs, nos peurs, etc. Autrement dit, par suffisamment de facteurs multiples et variés pour que les pistes soient complètement brouillées, si bien qu'en fin de compte, c'est un peu comme chercher un lien de paternité après une orgie, on sait plus trop bien dire qui est responsable de quoi. Voilà pourquoi il nous est très difficile, lorsqu'on tombe amoureux d'une personne, de dire précisément ce qu'elle a qui déclenche en nous cette réaction et pourquoi. Un très bon ami à moi a eu tendance, ces dernières années, à enchaîner les histoires amoureuses. Et à chaque fois qu'il me présentait une nouvelle copine, j'avais toujours à peu près la même réaction. No accounting for taste, really. La bonne nouvelle, c'est qu'on se battra jamais pour la même fille. Cela dit, ça s'explique parfaitement avec ce qu'on vient de voir. Nos réactions amoureuses sont largement conditionnées par nos inconscients. Or évidemment, on ne partage pas tous le même. Même si on peut être influencé par une culture commune ou des similarités dans notre éducation ou notre vécu, ça ne constitue là qu'une toute petite fraction de ce qui forge nos inconscients respectifs. Voilà pourquoi l'amour nous apparaît comme un sentiment si subjectif, et ça contribue encore à notre confusion dans ce domaine. Ce que ça veut dire en tout cas, c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons dire qui nous plaît et qui nous plaît pas. D'où la nécessité absolue que j'avais défendue il y a 2 épisodes de laisser les individus libres de choisir leur partenaire. Parce que quelqu'un qui en choisirait un pour nous n'aurait aucun moyen de déterminer si on peut en tomber amoureux, et vu que mine de rien on tombe pas amoureux tous les 4 matins, ça reviendrait à jouer notre bonheur à la roulette russe avec un barillet quasiment plein. Lorsque j'avais 11-12 ans, j'avais été envoyé un été en colonie de vacances. Ça me rappelle une fois au stage d'été. Et là, il y avait une fille dont tout le monde se moquait, c'était un peu la victime du groupe, mais honnêtement, moi, je l'aimais bien. Et un jour, on se balade tout seul tous les deux, et elle me prend la main.
Quand tout d'un coup, deux types de notre groupe débarquent et nous surprennent ensemble. Et là, j'ai eu une réaction dont j'ai encore un peu honte aujourd'hui, c'est que je lui ai brutalement lâché la main parce que je voulais surtout pas qu'on pense que j'étais avec elle. Alors pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Bah d'une part parce que si la fille en question se reconnaît en voyant cette vidéo, je lui présente mes excuses d'avoir été un sale con. Et d'autre part pour dire que l'amour étant un truc qu'on ne décide pas consciemment, puisqu'on ne le contrôle pas directement, alors on ne devrait jamais avoir honte de nos sentiments pour quelqu'un. On devrait au contraire les assumer pleinement. Et de la même manière, on n'a pas à juger le choix de partenaire des uns et des autres. Même si en vrai, bon, des fois quand même, c'est vachement tentant. Alors après, bien sûr que c'est mieux si nos proches apprécient nos partenaires. Mais à choisir, il vaut quand même mieux être en couple avec une personne dont on est amoureux et que nos proches ne peuvent pas piffrer, que de se forcer à vivre avec une personne qui plaît à nos proches, mais pour qui on n'a pas de sentiments et qui donc ne nous rend pas heureux. Au pire, dans le premier cas, on peut toujours se mettre d'accord pour que nos proches et nos partenaires se croisent pas trop souvent. Ça peut évidemment être frustrant et aussi très pénible d'un point de vue logistique, mais au moins ça nous évite d'avoir à renoncer aux uns ou aux autres. Ne pas savoir dire pourquoi on est amoureux ne nous empêche pas de l'être, heureusement. Mais ça présente quand même un inconvénient. C'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance pour quelle personne on va développer des sentiments. Le seul moyen d'être vraiment fixé, c'est encore de rencontrer ces personnes pour voir si on en tombe amoureux ou non. En d'autres termes, ça nous oblige à avoir une approche dite empirique. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que d'expérimenter auprès de différentes personnes jusqu'à en trouver une avec qui ça marche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut bien savoir faire la différence entre quand on est amoureux et quand on ne l'est pas, mais ça je reviens pas là-dessus, c'est ce qu'on a vu à l'épisode précédent. Quand je dis qu'il faut rencontrer des personnes pour savoir si on en tombe amoureux ou non, en vrai on doit pas seulement les rencontrer, on doit aussi apprendre à les connaître, et ça peut prendre du temps. Alors vous me direz peut-être, et le coup de foudre alors? It was like something from an old movie, where the sailor sees the girl across the crowded dance floor, turns to his buddy and says, "See that girl? I'm gonna marry her someday." Le problème, c'est qu'il y a pas mal de raisons de penser que tout ce qui est amour au premier regard ne soit en fait rien de plus que de l'attirance physique. Jimmy, you're thinking with your dick. Eh bah oui, au premier regard, la seule information qu'on puisse avoir d'une personne, c'est essentiellement son physique. Allez, si on est généreux, on trouve vaguement un ou deux indices sur sa personnalité vis-à-vis des fringues qu'elle porte ou de son attitude à l'instant donné. Mais se croire amoureux sur la base de ces seules informations, ça me paraît superficiel. Alors après, je vous vois venir, bande de petits canailloux, vous allez me dire « Attends Arthur, moi je connais un couple, ils ont eu un coup de foudre. » Pourquoi pas, mais comment être sûr que ce soit vraiment le cas? Il se peut très bien qu'ils aient juste eu de l'attirance physique dans un premier temps, avant de réellement développer des sentiments amoureux, et que seulement après avoir développé ces sentiments, ils se soient persuadés d'avoir fait l'expérience d'un coup de foudre, sans que ça ait vraiment été le cas. Souvenez-vous, notre cerveau est très habile pour nous créer de faux souvenirs, en particulier quand ça nous arrange. Or, ça nous arrange de croire qu'on a vécu un coup de foudre, parce que ça nous conforte dans une vision plus romantique de notre couple, voire ça nous fait nous sentir un peu spéciaux et intéressants. Après, d'autres me répondront encore, bah non, en fait le couple que je connais n'a pas eu d'attirance physique au premier regard, mais juste un pressentiment ou une intuition. Mais même ça prouve que dalle. Quand un Gugus a le pressentiment qu'il va pleuvoir pile quand il sortira de chez lui, soit ça n'arrive pas et il oublie avoir eu ce pressentiment, soit ça arrive et alors il est convaincu d'avoir prédit l'avenir. Or, il ne s'agit que d'une coïncidence. C'est d'ailleurs là un parfait exemple de notre biais de sélection. On se croit doté de facultés surnaturelles parce qu'on ne remarque que les fois où notre intuition s'est vérifiée, en oubliant toutes les fois où elle s'est plantée. Et avec les rencontres amoureuses, c'est pareil, vous trouverez toujours des gens qui ont eu un bon pressentiment qui s'est vérifié par chance, tout comme vous trouverez des gens qui ont eu un bon pressentiment mais qui derrière ont vécu une rencontre catastrophique. Ces pressentiments ne prouvent donc pas l'existence du coup de foudre. Par ailleurs, il existe aussi des couples très amoureux alors qu'ils ne se sont pas trop, voire pas du tout plu au premier regard. Donc si on se désintéresse d'une personne uniquement parce qu'il ne s'est pas produit un machin surnaturel au moment où on a posé les yeux sur elle, alors on risque de louper quelqu'un dont en fait on aurait pu être amoureux. Voilà pourquoi il faut chercher à connaître les personnes que l'on rencontre, afin de leur donner une vraie chance de nous séduire. Au fur et à mesure, il se peut qu'on remarque des points communs entre les personnes dont on tombe amoureux. Et naturellement, on peut penser que ces points communs sont la raison pour laquelle on est tombé amoureux. C'est pas complètement absurde comme idée. Mais je recommande quand même de s'en méfier. Si je tombe amoureux d'un gâteau au chocolat, d'un 4 quarts et d'un cheesecake, et que je remarque que dans les trois, il y a du beurre et de la farine. D'une part, je risque de refuser de manger d'autres gâteaux qui n'en contiennent pas, comme le tiramisu par exemple, alors que je pourrais trouver ça délicieux. D'autre part, je risque de conclure que le gâteau idéal est essentiellement composé de beurre et de farine. Et ça, au mieux, ça fait de la pâte, et la pâte tout seul, ça a pas d'intérêt. Or, si ce que je viens d'expliquer est vrai pour les gâteaux,
Ça l'est encore plus pour nos partenaires potentiels, qui eux ne sont pas composés de beurre et de farine, mais d'ingrédients infiniment plus nombreux et variés, comme leurs qualités, leurs défauts, leurs traits de personnalité, etc. Ce qui fait qu'on tombe amoureux d'une personne ne tient pas que à ses ingrédients, mais plutôt à l'ensemble de la recette et à l'équilibre auquel elle donne lieu. Or, du fait de la complexité des individus, il n'existe pas deux recettes identiques, voilà pourquoi, même lorsque deux personnes partagent énormément de points communs, il se peut encore que l'on tombe amoureux de l'une et pas de l'autre. La conclusion de tout ça, c'est que, pour tomber amoureux, il n'y a pas de méthode miracle. Encore une fois, on n'a pas d'autre choix que de rencontrer des gens et d'apprendre à les connaître. Et pour ce qui est de l'aspect pratique de ces rencontres et des difficultés auxquelles elles peuvent nous confronter, cette fois c'est promis, je vous en parle au prochain épisode. Et c'est une fin de tournage pour ce 35e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Désolé pour le retard, j'ai eu des urgences perso qui ont nécessité toute mon attention ces dernières semaines, heureusement les choses rentrent dans l'ordre. Au prochain épisode, on parlera bien de nos rencontres avec nos partenaires amoureux potentiels. À vrai dire, c'est ce sur quoi j'avais commencé à écrire avant de réaliser qu'il fallait d'abord traiter le sujet d'aujourd'hui. Au moins j'ai une partie du prochain épisode qui est déjà écrite. Et ça c'est cool. En tout cas, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en likant, en vous abonnant, en commentant ou en partageant cet épisode. Et si vous souhaitez contribuer à financer mon travail sur cette chaîne, vous en avez la possibilité grâce à ma page Tipeee. Comme d'habitude, un très grand merci à mes tipeurs pour votre soutien. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.